Nous allons donc parler de l'affaire Florence Ayafor. Je vais donc vous livrer le résultat d'une enquête que j'ai minutieusement menée relativement à l'assassinat de cette jeune dame, de cette gardienne de prison, qui au moment où elle meurt avait 46 ans. Mesdames et messieurs, il vous souvient que quand le crime a été commis le 29 septembre 2019, quelques jours plus tard, sur cette même chaîne, j'ai eu à vous produire un certain nombre d'indices qui mettent en relation ce crime et certains pontes du régime Biya, tels que Paul Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, tel que le gouverneur de la région du Nord-Ouest, si on peut appeler ça comme ça, Adolphe Lafrique, tel que j'ai également mis à l'index certains services secrets camerounais tels que la DGRE, tels que la division de la sécurité militaire, qui devaient être interpellés, questionnés par rapport à leur rôle dans cet assassinat, parce que il est inconcevable que quelques heures seulement après l'assassinat de Florence Ayafor, on condamne cet activiste, ce voyou qui est en Angleterre là, et à qui le régime de Biya verse d'énormes sommes d'argent, des millions de francs CFA, pour faire sa propagande anti-ambazonienne sur les réseaux sociaux. Alors cet individu appelé Nkonda-Titus avait déjà toutes les informations sur Florence Ayafor, quelques heures seulement après le crime. Il avait des informations sur elle, sur son nom, sur son âge, sur ce qu'elle fait dans la vie, sur ce qu'elle allait faire au moment où elle a été assassinée, sur le mode opératoire des assassins. Donc il avait tous les détails sur la victime. Qui lui a fourni tous ces détails-là? Ce sont les services secrets camerounais. Et c'est la raison pour laquelle, à cette époque-là, je me suis permis d'accuser les services de renseignement camerounais d'avoir collaboré avec un Nkonda-Titus dont on va dire, afin que ce dernier puisse révéler au monde entier, puisse donner toutes ces informations et faire sa campagne anti-ambazonienne et faire sa campagne contre-révolutionnaire sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, à l'issue donc de l'enquête que j'ai menée sur cette affaire, je me suis rendu compte que les hypothèses que j'ai eu à émettre et que j'ai rendues publiques sont à 99% proches de la réalité. À 99% proches de la réalité, à savoir que le pouvoir de Yaoundé est celui-là même qui a assassiné Florence Ayafor. Je dis et je répète, l'assassinat avec décapitation, l'assassinat brutal, le crime odieux sur la gardienne de prison Florence Ayafor a été une opération orchestrée par le haut sommet de l'État du Cameroun. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Alors, pourquoi je le dis? D'abord, Florence Ayafor travaillait à la prison centrale de Bamenda. D'après ses collègues gardiens de prison dans ce pénitencier, c'était une femme très attentionnée, très gentille, qui était très proche des pensionnaires de cette prison centrale de Bamenda. Sauf que quelques semaines avant son assassinat, elle était à couteau tiré avec sa hiérarchie, notamment le régisseur de la prison centrale de Bamenda qui s'appelle Henry Assa Ngunda. Elle était en porte-à-faux avec lui. Pourquoi?
Parce que 3 de ses frères du village, les cousins et autres, étaient pensionnaires de cette prison et ils étaient accusés d'être impliqués dans le mouvement indépendantiste anglophone. Donc, ils ont été arrêtés dans le cadre du conflit en cours en zone anglophone. Bon, voilà pourquoi elle se montrait très attentionnée vis-à-vis des prisonniers de la crise anglophone. Et ça ne plaisait pas beaucoup à sa hiérarchie parce que certains de ces prisonniers-là étaient souvent utilisés par les autorités administratives locales, notamment le gouverneur de la région du Nord-Ouest, la région militaire interarmée numéro 5 qui est basée du côté, qui est basée à Bamenda, utilisait souvent certains de ces prisonniers-là pour aller mener des opérations telles que le kidnapping contre rançon, tels que les assassinats et autres, bref, se passer pour des séparatistes anglophones. Alors, il était donc question d'éliminer physiquement, d'aller exécuter sommairement certains parmi ces prisonniers-là parce qu'ils étaient des témoins gênants. Ils pouvaient être appelés à révéler un certain nombre de choses qu'ils ont vécues. Alors, Florence Ayafor, qui est proche de ces prisonniers-là, dit que non, ce n'est pas possible. Elle s'oppose donc à cela. Alors, un jour, un vendredi, je crois, le 20 septembre 2019, elle est convoquée au bureau c'était même le jour du marché, Bamenda. Elle est convoquée au bureau du régisseur de la prison centrale de Bamenda, qui lui fait part de ce que, écoute, tu dois arrêter de trop te lier à ces prisonniers anglophones là, etc. Sinon, tu vas risquer ta vie et patati et patata. Et puis, après le régisseur, c'est le gouverneur de la région du Nord-Ouest, Adolphe Lafrique, qui la convoque, qui convoque Florence Ayafor pour lui dire, écoute, tu dois arrêter de te mêler d'être proche des prisonniers anglophones, etc., parce que ce n'est pas ton rôle. Mais la garde, Florence Ayafor lui répond que mais je suis gardien de prison à Bamenda. C'est ça, mon rôle, c'est de m'occuper de tous les prisonniers, de les protéger, d'être plus proche d'eux, etc., etc. Surtout que ces prisonniers de la crise anglophone, là, ils sont innocents, ils n'ont rien fait. C'est des gens qui ont été ramassés comme ça et jetés en prison, etc. Et vraiment, si c'est ce que vous êtes en train de vouloir faire, si vous voulez faire assassiner ces enfants-là, moi je ne suis pas d'accord. Et je vais même mettre cela sur la place publique. Donc, ça veut dire que Florence Ayafor était donc un témoin gênant d'une opération au sein de la prison de Bamenda qui consistait à prendre certains prisonniers de la crise anglophone et aller les exécuter. Donc, elle était au courant de ce plan-là, élaboré par le gouverneur du Nord-Ouest en connexion avec Yaoundé pour aller exécuter sommairement des prisonniers, des pensionnaires de la prison de Bamenda. Alors, quelques jours plus tard, bon, pas quelques jours plus tard, du moins quand Florence Ayafor quitte le bureau du gouverneur de la région du Nord-Ouest, l'assistant du gouverneur, c'est-à-dire qu'un de ses proches collaborateurs, un des proches collaborateurs de l'île l'Afrique, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, qui s'appelle Mbachar. Mbachar appelle au téléphone Paul Atananji, le ministre de l'administration territoriale. Il dit à Paul Atananji que vraiment, il y a une gardienne de prison ici, Florence Ayafor, elle dit qu'elle va révéler notre plan qui consiste à aller exécuter sommairement des prisonniers de la prison de Bamenda, qu'elle va tout mettre dehors et tout ça. Et surtout qu'elle a ses frères même parmi qui sont des ambazoniens, machin. Donc voilà donc les deux mobiles, hein, les deux mobiles de l'assassinat de Florence Ayafor par le régime de Yaoundé. Un, elle était soupçonnée d'être proche des ambazoniens parce que
elle avait ses frères du village. Ses frères du village étaient des pensionnaires de la prison de Bamenda où elle travaillait. Et étant très attentionnée vis-à-vis de ces prisonniers-là, on l'a soupçonné d'être proche des Ambazoniens. Premier mobile. Deuxième mobile, le régime de Yaoundé ambitionne de sortir certains prisonniers de la crise anglophone qui sont détenus à la prison de Bamenda pour aller les exécuter. Elle s'oppose à cela. Et ainsi, elle devient donc témoin gênant de ce plan qui consiste à exécuter sommairement ces prisonniers qui ont été utilisés pour des basses besognes par ces mêmes autorités administratives locales là. Et que maintenant, comme ils en savent un peu trop, il faut les exécuter. Bon, quand Mbachal appelle donc Atanga Ponji, qui est à Yaoundé, Atanga Ponji, à son tour, appelle, contacte un certain Flo Jonathan, d'après ce que mes sources m'ont révélé. Flo Jonathan, à l'époque, il était secrétaire général au ministère des Mines et qui est élite, l'une des élites de l'arrondissement de Santa, parce que le village Pigning, là où Florence Ayafora a été tuée, le village Pigning est rattaché à l'arrondissement de Santa. Alors, il explique donc à Fou Jonathan que, bon, écoute, il y a une dame là, une gardienne de prison au niveau de Bamenda, qui nous embête un peu, hein. Il faut qu'on fasse quelque chose vraiment. Parce que là, elle risque de révéler notre plan, elle connaît beaucoup, elle semble connaître beaucoup de choses, surtout que ses frères, 3 de ses frères sont en prison là-bas pour les affaires des Ambazoniens là et tout. Vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, Fou Jonathan, à son tour, contacte le chef traditionnel de Menka Pigning qui s'appelle Asobopius Ngu. Et pour la petite histoire, Asobopius Ngu est impliqué dans un autre massacre, qui a eu lieu dans son village le 25 mai 2018. 30 jeunes gens que les Atanga Ponji et le même Fou Jonathan utilisaient pour créer des faux groupes séparatistes, etc. Des groupes de jeunes qui se passent pour des Ambazoniens et qui mènent des opérations pour que par la suite les groupes indépendantistes anglophones soient accusés d'avoir commis tous ces forfaits-là. Donc on les a réunis donc pour les piéger. Donc comme ils étaient devenus incontrôlables, il fallait donc les piéger et les éblouir. C'est ainsi que c'est le fond là, le fond, comment il s'appelle, Asobopius Ngu, le chef traditionnel de Pigning là. C'est lui qui les avait réunis dans un motel de ce village-là. Il les avait réunis, il leur a donné à manger et à boire. Après, il a appelé les militaires, c'est-à-dire que des militaires en civil, pour venir tuer ces enfants-là. Donc, c'est le chef traditionnel de Pigning-là qui avait organisé ce carnage-là. Et quand les tueurs professionnels du régime ont zigoué tous ces enfants-là, ce chef traditionnel de Menka Pigning-là il a quitté le village pour aller se réfugier à Yaoundé. C'est donc ce même chef traditionnel de Menka Pigning, Fon Asobopius Ngu, qui a été contacté par Fou Jonathan, secrétaire général au ministère des Mines à Yaoundé. Maintenant, le chef traditionnel lui dit, bon, écoute, il y a même un gardien de prison qui est mort pas très loin de Pigning là. Bon, on va donc trouver des gars, parce que le rôle du chef traditionnel, c'était de trouver des jeunes gars qui allaient commettre, organiser l'opération, c'est-à-dire que qui allaient attraper Florence Ayafor et l'exécuter. Bon, le chef traditionnel a dit qu'il va trouver des gars pour ça, et surtout que, et ça c'est le chef traditionnel de Menka Pigning qui le dit, qu'il y a des obsèques d'un gardien de prison, un certain Agbo Dieudonné, pas très loin du village Pigning. Alors il était donc question que, c'est ainsi qu'un gardien de prison, un de ses collègues à la prison centrale de Bamenda, un vendredi, c'était vendredi le 27
septembre, un de ses collègues l'entraîne aux obsèques de ce gardien de prison-là, à Bordieu-Donné, dans un village pas très loin de Pigny. Ils s'en vont, Florence Ayafor, son collègue et bien d'autres, ils s'en vont aux obsèques. Et chose curieuse est que, au moment après l'enterrement, le 29 septembre, le collègue, là, au lieu de rentrer avec Florence Ayafor, il est rentré seul. Il a laissé Florence Ayafor au village. Et entre-temps, mesdames et messieurs, Florence Ayafor s'était confiée à une de ses sœurs. Florence Ayafor s'était confiée à une de ses sœurs, une certaine Ernestine, une de ses sœurs, de ce que vraiment il paraît qu'on menace de la tuer, etc., etc. Et qu'elle est témoin d'un certain nombre de choses à la prison centrale de Bamenda, des jeunes qu'on veut prendre, qu'on veut aller assassiner, etc. Et elle n'est pas d'accord avec ça. Elle s'est confiée à sa sœur par rapport à ça. Et c'est pour ça que à un moment donné, l'année dernière, en 2020, là, certains membres de sa famille étaient menacés, ils recevaient des menaces anonymes. Il faut que vous le sachiez également. Alors, Florence Ayafor, au moment où elle rentre du deuil, elle était sur la moto. Il y a des jeunes gens qui surgissent là. J'ai leur nom ici, hein, les trois qui ont été identifiés par mes sources. Il s'agit de Dove Chamberlain, Patrice Fontaine et Clovis Hacha. Clovis Hacha, c'est lui qui était en train de trancher la gorge de Florence Ayafor. Bon, ils étaient avec d'autres jeunes du village, je crois 3 ou 4 autres jeunes qui jouaient les éclaireurs. Ce sont donc ces 3 jeunes gens qui ont attrapé Florence Ayafor parce qu'ils étaient armés de fusils, de chasse et de machettes. Ce sont ces 3 jeunes gens qui ont attrapé Florence Ayafor, l'ont déshabillée, l'ont violée copieusement, l'ont torturée, l'ont trimballée à des centaines de mètres en attrapant ses mains et ses pieds, l'ont écartelée de telle manière qu'on voit. Vous avez vu la vidéo, elle est vraiment horrible. Et vraiment, je félicite tous ceux qui ont eu le courage de regarder cette vidéo parce que moi, jusqu'à ce jour, je n'ai pas pu aller jusqu'à la 5e seconde de cette vidéo parce que c'est vraiment, ça donne la chair de poule. Et c'est comme ça qu'elle a été égorgée et tout. Et sa tête a été brandie par l'un de ces assassins-là comme un trophée. Alors, et s'il vous plaît, le gouverneur de la région du Nord-Ouest était en contact avec l'un des exécuteurs de Florence Ayafor, le fameux Clovis Clovis Hacha, je veux dire. Clovis Hacha. L'aîné l'Afrique, Adolphe, était en contact permanent avec lui. C'est lui donc, c'est Adolphe L'aîné l'Afrique, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, qui demande à ce jeune gars, Clovis Hacha, de filmer la scène. Et la vidéo allait être envoyée sur le net pour que la communauté internationale puisse se dresser contre les séparatistes. Donc c'est l'Afrique qui a suggéré ça à l'un des exécuteurs de Florence Ayafor de filmer la scène et d'envoyer ça sur le net pour noircir la lutte d'indépendance du peuple anglophone. Et surtout que cela se passait la veille de la tenue du grand dialogue national à Yaoundé du 30 septembre 2019 au 4 octobre 2019. Et souvenez-vous que au cours de ce grand dialogue, je crois que c'était l'avant-dernier jour, le 3 octobre, certains responsables du ministère de la Défense avaient projeté cette image de Florence Ayafor là devant des diplomates occidentaux.
Ils avaient projeté ça pour dire que, oh, regardez ce que le travail des séparatistes sur le terrain. Ah, ils égorgent, ils font ça. Vous voyez donc que le but de l'assassinat de Florence Ayafor, c'était ça. Jeter le discrédit sur la lutte, la noble cause, la noble lutte d'indépendance du peuple anglophone. Dès qu'ils ont fini leur opération, maintenant il fallait effacer les traces, effacer les preuves. Mesdames et messieurs, nous allons d'abord clore, nous allons d'abord mettre un terme à cette première partie de la vidéo. Nous allons revenir dans quelques instants dans la seconde et dernière partie pour la suite. Merci d'écouter cette première partie et rendez-vous à la seconde à la seconde partie de cette vidéo. Allez, bonne dégustation. Mesdames et messieurs, et bienvenue à la seconde partie de cette enquête, on va l'appeler ainsi, consacrée à l'assassinat crapuleux de Florence Ayafor, gardienne de prison âgée de 46 ans, qui au moment de son assassinat le 29 septembre 2019 était en service à la prison centrale de Bamenda. Elle exerçait donc comme gardienne de prison. Alors, nous étions au niveau de l'assassinat horrible de Florence Ayafor. Vous avez pu voir à cette époque-là, regarder, pour ceux qui ont eu le courage de regarder cette vidéo, cette jeune femme en train d'être égorgée comme un porc. Je me souviens, ce jour-là même, elle était en train de se débattre et au moment où ces jeunes voyous lui tranchaient la gorge, elle était en train d'halter comme un porc. Alors, c'est l'un d'eux qui s'appelle, permettez que je retrouve leur nom, les trois jeunes gens qui ont exécuté Florence Ayafor s'appelaient, vous saurez pourquoi j'utilise l'imparfait lorsque je parle d'eux, s'appelaient Do Chamberlain, Patrice Fontaine et Clovis Hatché. Alors, et comme je vous le disais à la fin de la première partie de la vidéo, c'est Adolphe Laffitte qui appelle au téléphone parce qu'il était en contact avec l'un des exécuteurs de Florence Ayafor. C'est Adolphe Laffitte, le gouverneur de la région du Nord-Ouest, qui lui dit que, écoute, pendant que vous serez en train de faire le travail, de l'effacer, prenez une vidéo et des photos, envoyez sur le net, envoyez en condatitus, le bandit, le voyou qui est en Angleterre, là, le délinquant là, à qui la présidente de la République a déroulé le tapis rouge en août 2020, après l'exécution d'une autre jeune fille au niveau de Moyoka, comme Fort Thomasin. Ce bandit-là, ce délinquant, il a été reçu par Ferdinand Bongo à la présidence de la République. C'était, je crois, le 14 août, ou le 11 août, 12 août, je ne me rappelle plus, 2020. Il a été reçu là-bas. Et ce mec-là, c'est-à-dire que ces criminels qui sont au pouvoir à Yaoundé, c'est-à-dire que voilà comment ils utilisent l'argent du contribuable camerounais. Ils versent cet argent, des millions de francs chaque mois, à un individu qui est au Cameroun. Il passe son temps à faire la propagande sur les réseaux sociaux juste parce qu'il faut détruire, entre guillemets, Ambazonia et tout ça là. Et quand ces milices-là, ces jeunes voyous que le régime de Biya a déversés en zone anglophone, finissent de commettre leur sale besoin, ils prennent les vidéos, les photos, ils envoient à Makontri Pipodem. Ils envoient à Makontri Pipodem. Maintenant, Makontri Pipodem finit donc de polluer la toile avec ces vidéos horribles là. Il dit non, Amba terroriste, Voyez-moi quelqu'un, il dit qu'il est contre les Ambazoniens, qu'il lutte contre les indépendantistes anglophones. Mais il est toujours le premier à avoir les vidéos de leurs crimes. Vous trouvez que c'est logique ça? Vous trouvez que c'est logique? Il est toujours le premier à recevoir les vidéos de leurs crimes. Donc il travaille déjà avec les Ambazoniens. Il travaille déjà avec eux.
Ça veut donc dire que ce sont les milices des Atanganji, des Mbankwi et Mil et tout. Ils finissent de commettre leurs crimes, les scènes de violence qu'ils montent là-bas, en zone anglophone, prennent les vidéos, prennent les photos, ils envoient à ma contre-pipodem pour que ma contre-pipodem fasse sa propagande sur les réseaux sociaux de manière à attirer l'attention de l'ONU, du gouvernement américain sur le terrorisme ambazonien, entre guillemets. Voilà donc l'objectif. Voilà l'objectif de l'assassinat de Florence Ayafor. Et surtout que ça se passait au moment où le grand dialogue se tenait à Yaoundé. Et comme je l'ai dit dans la première partie de la vidéo, des responsables du ministère de la Défense ont eu à projeter au cours de ces assises-là la fameuse vidéo de l'assassinat horrible de Florence Ayafor. C'était une manière de dire aux Occidentaux que, voilà, on a invité les indépendantistes anglophones au grand dialogue national. Ils ne sont pas venus, c'est la preuve que c'est des gens avec qui on ne peut pas engager un quelconque dialogue, une quelconque négociation, parce que ce sont des voyous, c'est des bandits, c'est des assassins. La preuve, regardez ce qu'ils ont fait à une gardienne de prison au village de Pénin, alors que c'était un crime commandité par le sommet de l'État du Cameroun, par la présidence de la République. Et pourquoi je parle de la présidence de la République? Après avoir assassiné Florence Ayafor et avec tout le tollé général que cela a suscité à travers la planète, la présidence de la République entre donc en jeu. Ça, c'est ce que mes sources, mes multiples sources m'ont révélé. Ferdinand Ngongo, qui est le secrétaire général à la présidence de la République, entre donc en jeu. Bon, entre-temps, il y a eu les pressions venant des États-Unis pour que ceux qui ont assassiné Florence Ayafor soient jugés et condamnés. Maintenant, le pouvoir de Yaoundé s'est rendu compte que les faits recherchés par la publication de cette vidéo de Florence Ayafor n'étaient pas au rendez-vous. C'est-à-dire que les faits recherchés n'étaient pas au rendez-vous. Ils étaient donc dos au mur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut effacer les traces de cet assassinat. Mais comment faire? C'est ainsi que Ayabacho Lucas, qui est on va dire, le commandant de l'ADF, Ambazonian Defense Force, entre en jeu. Je dis et je répète, puisque dans un communiqué, le communiqué datait du 10 octobre 2019, le gouvernement américain, à travers son ambassade à Yaoundé, dans un communiqué, a demandé au gouvernement camerounais, le communiqué ne s'adressait pas aux séparatistes, hein, le communiqué s'adressait au gouvernement camerounais. Alors, Washington a enjoint Yaoundé de rechercher les assassins de Florence Ayafor, de les interpeller, de les traduire en justice où ils doivent avoir droit à un procès juste, équitable, transparent et public. Ça, c'est ce que le gouvernement américain, à travers ce communiqué de son ambassade à Yaoundé, avait exigé. Yaoundé s'est donc rendu compte que les faits recherchés par la publication, parce qu'il était question que le gouvernement, c'est-à-dire que la communauté internationale se mette vent debout, contre les séparatistes armés au vu de ce crime odieux sur la gardienne de prison Florence Ayafor. Alors, c'est donc comme ça que la présidente de la République entre en jeu, donc Ferdinand Ngongo entre en jeu. Bon, même comme je ne suis pas très d'accord avec mes sources qui m'ont dit que non, Ferdinand Ngongo n'était pas impliqué avant, c'est-à-dire qu'avant et pendant le crime, non. Moi, je pense plutôt que la présidente de la République était très bien informée de ce plan-là. Elle était très bien informée. Voilà pourquoi elle a réagi promptement après l'assassinat et puis elle s'est mise à prendre des dispositions pour que l'affaire soit complètement éteinte. Alors, comme je le disais donc tantôt, Ayabacho Lucas entre donc en jeu avec ses Ambazonian Defense Force. Alors, qu'est-ce que les gars de ADF font?
Après que les États-Unis aient mis la pression, aient haussé le ton pour que les responsables de l'assassinat d'Ayafor Florence soient poursuivis, Ayabacho annonce qu'il fait un communiqué avec ces ADF-là, Ambazonian Defense Force, comme quoi ils ont interpellé les trois assassins de Florence, et ce sont les trois dont je vous ai cité les noms tout à l'heure, Do Chamberlain, Patrice Fontaine et Clovis Acha. Les trois, ils ont été arrêtés par les Ambazonian Defense Force. Ils se sont mis à faire une propagande là-dessus, etc., etc. Bon, jusqu'à aujourd'hui, Ayabacho et ses gars ne nous ont jamais dit ce qu'il est advenu de ces trois-là. Vous vous souvenez, vous vous souvenez de cette banderole, de cette affiche qui a circulé sur les réseaux sociaux. On voyait les trois jeunes gens menottés qui avaient la tête baissée et tout. On voyait Ambazonian Defense Force. Ils ont même fait tout un communiqué pour dire que nous tenons à informer la communauté internationale de ce que les trois assassins de Florence Ayafor sont entre nos mains, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce que Ayabacho et ses ADF ont fait de ces trois jeunes gens. Mais je vais vous dire ce qu'il est advenu de ces trois jeunes gens, mesdames et messieurs. Quand je parlais de la présidente de la République tout à l'heure, c'est que Ferdinand Bongo a contacté le colonel Joël-Émile Banqui de la division de la sécurité militaire, qui est en charge de la division de la sécurité militaire. Il a été parce que le colonel Joël-Émile Banqui, c'est l'homme sûr, l'homme de confiance de Ferdinand Bongo. Alors le colonel Joël-Émile Banqui de la CEMIL est donc contacté. L'objectif de la CEMIL ici est double. Première chose, il faut exécuter tous ceux qui ont participé à ce crime de Florence Ayafor. Parce que si on les traîne en justice, comme les États-Unis ont exigé, ils peuvent être amenés à trahir leur commanditaire et ce n'est pas bon. Il faut faire comment? Les exécuter sommairement. Première chose. Deuxième chose, comme les États-Unis exigent des poursuites judiciaires contre les auteurs de Florence Ayafor, et pour ne pas donner l'impression que Yaoundé est complice de ce crime, et pour éviter d'éventuelles enquêtes de la Cour pénale internationale, il faut trouver des gars qu'on va présenter à l'opinion nationale et internationale comme étant des assassins de Florence Ayafor. Voilà le double objectif qui a été assigné à la division de la sécurité militaire, et ces objectifs ont été remplis. Le premier objectif, qui consiste à exécuter sommairement les assassins de Florence Ayafor, cela a été fait le 29 avril 2020. Vous voyez que je vous donne des dates exactes. Ça, c'est ce que mes sources m'ont révélé. Les trois assassins de Florence Ayafor, mesdames et messieurs, ont été exécutés sommairement. Il s'agit de Do Chamberlain, Patrice Fontaine et Clovis Acha. Ils ont été tous exécutés le 29 avril 2020 par un capitaine de la division de la sécurité militaire, la CEMIL, antenne du littoral à Douala. Je dis et je répète, les trois assassins de Florence Ayafor ont été exécutés sommairement par l'antenne de la division de la sécurité militaire pour le littoral à Douala le 29 avril 2020. C'est un capitaine, d'après ce que mes sources m'ont révélé, qui ont exécuté ces trois jeunes gens. Et ainsi, il fallait effacer des témoins gênants de ce crime crapuleux commandité par le sommet de l'État au Cameroun. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, il fallait trouver des jeunes qu'on allait présenter devant les caméras de télévision, des chaînes de télévision nationales et internationales, comme étant des assassins. Donc, il fallait orchestrer une parodie de procès des assassins de Florence Ayafor. C'est ainsi que deux jeunes gens
ont été arrêtés du côté de Bonabedi à Douala. Il s'agit de Innocent Mba Akuma. J'écris rapidement leur nom parce que ça peut m'échapper. Innocent Mba Akuma et Ngang Edmund qui a été confondu en Roger. Mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter un reportage d'Afrique Média parce que la presse camerounaise a été mise en contribution pour cette mascarade. Nous savons tout ce qui a tué Florence Ayafor. Ce ne sont surtout pas ces deux jeunes gens qu'on nous a présentés comme étant les assassins de Florence Ayafor. Et ça, c'est la division de la sécurité militaire de Bankui Emile qui a orchestré ça. Je vais vous faire écouter un reportage de Afrique Média. Un reportage, je vais vous faire écouter l'intégralité de ce reportage-là. Réalisé, bon, c'est vrai qu'il y avait plusieurs chaînes qui étaient présentes ce jour-là. Mais je vais vous faire écouter celui d'Afrique Média, mesdames et messieurs, pour que vous sachiez qui sont ceux-là, Innocent Akuma et autres, voilà. Écoutez plutôt. Sur les 7 membres du gang qui avaient ôté la vie à Florence Ayafor en 2019. Il s'agit de Ngou Roger et Niba Innocent Akuma, respectivement âgés de 30 ans et de 31 ans, ceux des membres de la bande qui ont violé avant de décapiter leurs victimes. Ils ont été présentés à la presse ce 10 juillet 2020 à Yaoundé, sous le guide du chef de la division communication du ministère de la Défense. L'exploitation opérationnelle. Voilà le menteur là qu'on appelle que à ton ça c'est le style qui vient mentir. À la presse avant leur transfèrement aux spécialistes de la police judiciaire pour la suite des procédures. C'est une histoire émouvante, c'est une histoire qui fait mal à l'ensemble de la République. La vidéo de l'effroyable assassinat avait fait le tour des réseaux sociaux avec ces présumés embassonniers qui célébraient leurs victimes, la traînant sur des centaines de mètres après l'avoir violée, puis ils vont l'assassiner plus tard, comme l'indique le communiqué de presse de l'armée camerounaise. Deux suspects, formellement reconnus sur la vidéo, ont récemment été interpellés par des éléments des forces de défense et de sécurité. Leur présentation à la grande famille de la presse nationale ce jour, vendredi 10 juillet 2020, vise à rassurer l'opinion nationale et internationale de la détermination des forces de défense et de sécurité à venir à bout des bandes criminelles. Florence Ayafor, âgée de 46 ans, était gardienne de prison en service à la prison de Bamenda où, du retour d'un deuil, elle avait été sortie d'un véhicule avant de subir les pires atrocités. D'une moto, pas d'un véhicule. Et sinon les témoins étaient où? Est-ce qu'elle était seule dans ce véhicule? Continue de tisser et de chercher les autres membres de ce groupe de terroristes encore en fuite. Voilà. Je pense que vous avez donc suivi le reportage, le compte rendu fait par la chaîne de télévision Afrique Média sur l'arrestation des soi-disant assassins de Florence Ayafor. Je tiens à vous dire que ces deux jeunes gens, mesdames et messieurs, ces deux jeunes gens n'ont mais alors rien à voir avec l'assassinat de Florence Ayafor. Je dis et je répète que Innocent Mba Akuma et Ngang Edmund, il ne s'appelle pas Ngou Roger, il s'appelle Ngang Edmund. Ils n'ont rien à voir avec l'assassinat de Florence Ayafor. D'après les mêmes investigations que j'ai eu à mener, mesdames et messieurs, voici dans quelles conditions ces deux jeunes gens ont été arrêtés. Mba Innocent Akuma, c'est la première personne qui a été arrêtée. Il n'a jamais mis pied à Pini, il ne connaît même pas Pini,
où Florence Ayafor a été assassinée, il n'a même jamais, il n'a entendu parler de Florence Ayafor. Ça, ce sont mes sources, les collègues de Mbankui Emile. Parce que Mbankui, moi, je t'avais dit que comme tu es là, tu es dans tes bureaux là, à la division de la sécurité militaire, tu souris avec les gens là-bas, sache que les gens avec qui tu souris là, ce sont eux qui m'informent. Hein. Ce sont eux qui me tiennent informé de tout ce qui se passe chez toi là-bas. Voilà donc dans quelles conditions ces enfants-là ont été interpellés. Ils n'ont rien à voir avec le crime. Mba Innocent Akuma est un commerçant. Il est à Douala, à Bonabedi. Bon, moi j'appelle Bonabedi comme les Sawa appellent. Il est dans sa boutique avec sa femme qui était même enceinte et tout. Subitement, deux jeunes gars en civil, ils arrivent là, dans sa boutique. Ils entrent. Le gars il se dit que ce sont des clients qui sont venus acheter quelque chose. Il leur demande tout naturellement, mais qu'est-ce que vous voulez? Il dit non, présentez-vous. Les gars lui demandent, présentez-nous votre carte d'identité. Il dit, mais vous êtes qui pour que je vous présente votre carte d'identité? Et puis c'était une prise de bec entre le jeune Innocent et les trois, ils étaient même trois. Trois gars qui sont entrés dans sa boutique. Ils ont eu des prises de bec avec le jeune commerçant et tout. Après, il y a un certain commandant qui s'est présenté comme étant agent civil, lui et ses camarades. Donc les trois qui sont venus entrer dans sa cellule, dans sa boutique, se sont présentés comme étant des agents civils, antennes du littoral, parce que le jeune homme était basé à Douala, au quartier Bonabéry. Et vous savez que Bonabéry accueille, du fait de la crise du conflit anglophone, accueille une forte communauté anglophone. Il faisait dans son petit commerce. Les gars se sont présentés comme étant des agents civils. Et après, ils lui ont foutu les menottes. Il dit, allez, suivez-nous. Ils ont foutu les menottes à Innocent. Bon, sa femme, ils n'ont pas mis les menottes sur sa femme. Et sa femme les a suivis jusqu'à l'antenne civile du littoral. Arrivé dans, nous sommes le 22 juin 2020. Le 22, le 23. Oui, le 22, le 23, d'après mes sources, le 22 ou le 23 juin 2020. Bon, arrivé donc à l'antenne civile du littoral, il y a un agent civil là, qui lui présente la photo, la vidéo de l'assassinat de Florence Ayafor. Il regarde la vidéo, il dit que, mais est-ce que vous avez donc vu ma face là, dans cette vidéo? L'agent civil, les agents civils qui étaient dans le bureau là, où on a entraîné le jeune gars, et entre-temps, ils ont demandé à sa femme de rentrer, comme sa femme était enceinte, elle est rentrée dans sa boutique. Il regarde donc, il dit que même si tu n'as, les agents civils lui disent que même si tu n'as pas ta photo, même si ton image n'apparaît pas dans la vidéo, tu connais sans doute les gars là, les gars qui ont assassiné Ayafor là. Il dit que mais moi je ne les connais pas, je n'ai jamais mis pied à Pénin, je n'ai jamais mis mes pieds là-bas, je ne connais même pas Pénin. Mon village se trouve à Ndjong. C'est vrai que c'est dans le même arrondissement de Santa, mais c'est du côté de Ndjong. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à torturer, parce que la division de la sécurité militaire, c'est un centre réputé pour être un camp de torture. Ça, il faut que vous le sachiez. Et c'est comme ça qu'il a été torturé, jeté en cellule. Quand on le jette en cellule, je crois le lendemain, il est transporté du côté de Yaoundé, à la division de la sécurité militaire, c'est-à-dire que les bureaux du colonel Bankui. Arrivé à la division de la sécurité militaire, on amène Innocent Akuma auprès du colonel Bankui. Il regarde la vidéo, Bankui regarde la vidéo de Florence Ayafor, puis il regarde, il dit que non, mais amenez-le quand même en cellule, amenez-le quand même là-bas.
Bon, on le jette. La cellule de la sécurité militaire, on le jette là-bas. Nous sommes le 23, le 24 juin 2020. Et le 28 juin 2020, c'est Ngang Edmund qui est également arrivé au niveau de la division de la sécurité militaire à Yaoundé, en passant par l'antenne sémile du littoral à Douala. Et comment le nom Bourroger apparaît ici? Le nom Bourroger apparaît parce qu'au moment où on arrête Ngang Philemon, Ngang Edmund, c'est-à-dire l'autre là, alors ce dernier détient la carte d'identité de son cousin appelé Bourroger, parce que au moment où il est arrêté, il était en train d'accompagner son cousin à la gare routière pour entrer sur Bamenda. C'est comme ça que les agents sémiles l'arrêtent, et c'était le même scénario qu'avec Innocent. On l'entraîne à la division de la sécurité militaire, on lui montre la vidéo que voilà, non, le gars dit que non, lui il ne connaît pas Pining, il ne connaît même pas Florence Ayafo, il n'a jamais mis ses pieds à Pining, lui il est même plutôt de Bambo, le village de Bambo, pas très loin de Bamenda, et tout ça va, et tout ça va, et tout ça va. On lui présente même une liste des gars supposés être impliqués dans cet assassinat. Quand on lui dit tu connais tel, dit non, tu connais tel, dit non, tu connais tel, dit non, tu connais tel, il dit non. Et ça a été le même scénario qu'avec Innocent Bakuma, la torture. Et quand on finit de le torturer, lui également, on l'envoie à Yaoundé, dans les cellules de Bankui Emile, la division de la sécurité militaire. C'est donc quelques jours après que le 10 juillet 2020, ces deux jeunes gens sont là. Le reportage que vous avez vu tout à l'heure, que vous avez regardé tout à l'heure, ils sont donc présentés à l'opinion nationale et internationale à travers les médias nationaux et internationaux comme étant des assassins de Florence Ayafo. Et après tout ce show-là, le colonel Bankui demande à ses agents de les envoyer dans une cellule au secrétariat d'État à la Défense, appelée le CED. Et au niveau du secrétariat d'État à la Défense, pendant les enquêtes, l'un des enquêteurs a révélé à l'un de ces deux-là que vraiment, nous, on n'a pas le sentiment que vous avez quelque chose à voir avec ce crime. Mais notre problème, c'est de savoir est-ce que vous êtes membre des groupes armés indépendantistes anglophones qu'on appelle là-bas les Restoration Forces. Ils ont dit non, ils ne sont ni de près ni de loin mêlés au mouvement indépendantiste anglophone, au mouvement ambazonien. Et voilà qu'ils se retrouvent du CED, ils se sont retrouvés à la prison centrale de Kondengui. Leur procès s'est ouvert le 17 décembre dernier, 17 décembre 2020, et ils doivent comparaître à nouveau le 21 janvier 2020. Et entre-temps, on a contacté un jeune homme et une jeune fille là, qu'on a présenté au tribunal militaire comme étant les membres de la famille de Florence Ayafo, donc au niveau de la partie civile. Et ces jeunes gens sont accusés de quoi? Terrorisme, sécession et assassinat. C'est-à-dire que les enfants qu'on a pris comme ça là à Monabel, ils n'ont rien à voir avec le crime. On les présente devant les médias, on dit non, ce sont les assassins de Florence Ayafo. L'objectif justement de cette parodie de justice là, c'est de donner l'impression que le gouvernement camerounais se soucie de ce problème-là, recherche la vérité, recherche la justice, veut rendre justice aux victimes, aux ayants droit de Florence Ayafo, à la famille de Florence Ayafo. C'est ça l'objectif. Or, les vrais assassins de Florence Ayafo ont été purement et simplement exécutés. Mesdames et messieurs, j'espère que vous-même vous vous êtes rendu compte que le Cameroun est dirigé par des gangsters, par des voyous, par des assassins, par des criminels qui ne lésinent sur aucun moyen, c'est-à-dire que sur aucune occasion,
pour assassiner sans état d'âme. Et moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est que voilà Florence Ayafor, une pauvre dame, qui a été assassinée comme ça. Hein? Et non seulement elle a été assassinée par de véritables vampires, des gangsters, des brigands, qui se présentent comme étant qui ministre, qui secrétaire général des ministères, qui commandant de la sécurité militaire, qui secrétaire général à la présidence de la République, qui gouverneur de la région du Nord-Ouest. De véritables brigands des voyous. Non content d'avoir zigouillé cette femme-là comme un porc, l'égorger, de l'avoir fait égorger et tout, ils utilisent son nom, ils utilisent son cadavre sans tête pour leur marketing politique auprès de l'opinion internationale. Mais quel cynisme! Qu'est-ce que c'est cynique tout ça? Vous finissez de tuer la femme d'autrui, vous finissez de priver ses enfants de l'affection maternelle. Maintenant, vous utilisez son corps pour votre marketing politique. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup de Camerounais sont convaincus que ce sont les ambazoniens qui ont tué cette femme, alors que c'est vous qui êtes au pouvoir à Yaoundé là, qui avez commandité son assassinat, juste pour donner l'impression aux Occidentaux que non, les ambazoniens, ce sont les criminels, des bandits avec lesquels on ne peut pas négocier. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que j'avais à vous dire concernant l'assassinat de Florence Ayafor. Partagez ces deux vidéos au maximum, vraiment. Partagez cette vidéo pour que les Camerounais, pour que l'opinion internationale sache la vérité sur ce qui s'est réellement participé. Et je vous assure que à 2 ou 3 imperfections près, cette version est la vraie. Et au sein des services de renseignement camerounais qui m'écoutent en ce moment, ces services de renseignement camerounais savent que ce que je viens de dire dans ces 2 vidéos-là, c'est la vérité. Merci d'avoir écouté, mesdames et messieurs, et à la prochaine pour une autre séance vidéo et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.